Qui n'a pas ouvert des yeux émerveillés en découvrant une boîte à couture ancienne, des objets soigneusement rangés, des aiguilles joliment alignées, mille et une petites choses dont on ignore parfois l'utilité. Que se cache-t-il derrière ces objets de mercerie, souvent usés par une utilisation quotidienne? La couture, qui est actuellement, sauf exception, un loisir, était avant une nécessité. À part certaines classes sociales aisées en mesure de solliciter une couturière, l'immense majorité des femmes et des jeunes filles cousaient, et ceci dès le plus jeune âge. L'heure du prêt-à-porter était loin, on cousait patiemment, on cousait joliment, car longtemps ce fut le seul moyen de se vêtir. La couture était enseignée à l'école des filles, mais aussi la dentelle, le crochet, le tricot, d'une façon générale la grande majorité des arts du fil jugés utiles à la tenue d'une maison. Longtemps, les articles de mercerie furent accessibles dans les campagnes uniquement, grâce notamment aux colporteurs ambulants, précieuses aiguilles, fils de lin solides et autres plaquettes d'agrafe. Ce petit matériel était précieusement conservé, généralement dans une boîte dédiée à cet usage. Inutile de préciser que pour des raisons de coût évidents, on prenait grand soin de tout. L'heure était à la qualité, à la durabilité et à l'économie. Petit à petit apparaissent les premières merceries dans les villes et les villages, royaumes de la couturière éblouie, mais aussi de tant d'autres choses. Je l'ai dit en introduction, nous nous interrogeons parfois sur certaines choses découvertes au hasard des boîtes à couture. Parlons en carte à fil. Quel objet étrange que cette carte à fil. Moi-même, j'ai mis des années à comprendre vraiment ce qu'était cet objet vu au détour de mes trouvailles. Saviez-vous qu'avant l'ère de la bobine de fil que nous connaissons bien, le fil à coudre était vendu uniquement sur des cartes à fil? En effet, jusqu'en 1850 environ, le fil à coudre est vendu en écheveau chez les grossistes et il est présenté à la vente au détail sur les fameuses cartes à fil. En effet, quel besoin de bobine avant l'usage de la machine à coudre? C'est en effet avec la démocratisation de celle-ci et l'industrialisation que petit à petit la carte à fil disparaît aux alentours de 1920. Des cartes à fil, il en existe énormément. À une période où la concurrence est importante en matière de production de fils, il convient de se différencier absolument. On rivalise d'imagination, certaines sont de véritables petites merveilles, un bonheur de collectionneur. Les cartes à fil peuvent devenir également support publicitaire. Vous pouvez voir par exemple ici une carte à fil qui fait la publicité d'une crème de beauté. Pour beaucoup d'entre elles, elles racontent une époque, une histoire, ou peuvent même parler de certains événements importants. Alors, au fil du temps, quelques innovations apparaissent dans la présentation. On voit notamment arriver sur le marché les premières présentations en pelote. C'est le fil chinois dont nous reparlerons plus loin qui innove en présentant son fil en forme de minuscules pelotes ceintes d'une étiquette et rangées dans des boîtes. Innovation ingénieuse également, les pelotes dites au fil d'or, toujours de la marque chinois, qui comportait un morceau de fil doré au début de chaque pelote, évitant ainsi de le chercher. Apparaissent aussi les premières petites boîtes percées d'un trou permettant de dévider le peloton sans l'emmêler. Alors, c'était très souvent à l'usage exclusif du raccommodage qui était à l'époque quasi quotidien. On l'a dit, nul gaspillage à l'époque. Et comme le fil est majoritairement blanc, ce petit système très ingénieux évitait de le salir. Alors, il convient de le préciser à l'époque, le fil utilisé est toujours du fil de lin. Le coton n'apparaîtra que bien tardivement pour un usage domestique. Et comme pour la bobine de fil, il se développe avec l'usage de la machine à coudre car il convient mieux à l'utilisation de celle-ci. On dira que le fil de coton fait son apparition grosso modo à partir de 1880 et que le fil de lin décline tout doucement à partir des années 20. Petit à petit, l'usage de tissus plus fins va rendre à terme les fils de lin plus inappropriés pour ce type de couture. Le fil de coton va donc commencer à se développer.
Mais revenons à notre boîte à couture. On y trouve du bon fil solide, il convient d'y ajouter une paire de ciseaux dédiés, spécifiquement pour la couture, mais aussi pour les autres arts du fil. Dans ce domaine, je vous laisse juge de l'imagination des fabricants. Des ciseaux finement ciselés aux plus classiques, de toutes sortes, de tout usage, un festival, tous plus jolis et plus précieux les uns que les autres. Je vous laisse admirer ici le détail de certains ciseaux. Je suppose qu'il n'était pas si courant pour les foyers modestes d'en posséder d'aussi jolis. Toutefois, comme pour l'aider, ils pouvaient constituer des cadeaux de fiançailles et à ce titre être choisis avec soin. Et puisque nous parlons de dés à coudre, l'indispensable de toute couturière, comme je viens de vous le dire, il faisait souvent l'achat d'un objet marquant, très souvent un cadeau de fiançailles, comme je l'ai évoqué. Ils étaient d'ailleurs beaucoup plus présents dans les vitrines de joailliers que dans les merceries. À ce sujet, je vous montre ce dé à coudre de ma collection personnelle, découvert dans un champ. Il est finement travaillé et sur l'une des faces, il y a un petit cœur. On ne peut qu'y voir le cadeau d'un amoureux à son amoureuse. Inutile de vous dire que je le garde très précieusement. Mais continuons notre exploration de cette boîte à couture. Alors nous y trouvons bien évidemment des aiguilles sans lesquelles une couturière ne serait rien. Alors c'est longtemps le marché anglais qui domine, la réputation de ces aiguilles n'est plus à faire. D'ailleurs, certains petits fabricants français isolés écoulent leur production sous des noms à consonance anglaise. C'est d'ailleurs à partir de 1868 que la marque Bohin se lance dans l'aventure de l'aiguille à coudre française. D'ailleurs, lors de l'exposition universelle de 1889, ce sera la seule marque française présente. Sujet, savez-vous comment la simple aiguille que vous tenez dans votre main est fabriquée? Pour une aiguille de qualité, il ne faut pas moins de 11 étapes. On parle dressage, coupage, empointage, aiguisage, estampage, perçage, trempage et autres polissages, tout ceci sans même compter l'emballage. Au XIXe siècle, il ne fallait pas moins de 18 étapes. Bien évidemment, le compagnon indispensable de la couturière, j'ai nommé le maître à mesurer. Alors dans ce domaine, il en existe énormément de très originaux et parfois même certains qui prêtent franchement à sourire. Évoquons les boutons et autres agrafes. Alors on a peine à croire que jusqu'au début du 19e, le bouton était un objet de luxe très peu répandu, réservé de ce fait aux classes aisées. De 1800 à 1830, une timide production en série anglaise se développe, poursuivie ensuite par celle française, des boutons principalement en nacre. Alors le bouton est vendu sous forme de plaquettes. Il se popularise principalement avec le développement des grands magasins. Le bouton fantaisie, quant à lui, se développe à partir de 1900 environ. Alors, majoritairement avant cette date, c'est l'utilisation de l'agrafe et du bouton pression qui a été inventé vers 1850 qui prédomine. Alors, certes, ils ne sont pas forcément jolis, toutefois ils sont pratiques, bon marché, quoique de très grande qualité afin d'éviter que les agrafes ne rouillent et ne tachent le vêtement. Ici aussi, vous pouvez voir que les fabricants rivalisent de joliesse pour la présentation. Rarement de boîte à couture sans fil à repriser, les chaussettes, celles-ci comme le reste, sont soigneusement entretenues pour durer. Alors, l'une des marques les plus connues dont nous reparlerons brièvement tout à l'heure est la marque Saint-Pierre, une très ancienne marque qui a bien failli disparaître. Puis, petit à petit, la couture perd ses lettres de noblesse, le prêt-à-porter se répand, il n'est plus de bon ton de fabriquer maison.
Les objets passent de l'oubli à la désuétude, puis à objet de curiosité chinés au hasard d'une brocante. En effet, avec la disparition des couturières, l'essor du prêt-à-porter et la concurrence étrangère, c'est toute une industrie qui disparaît. À ce sujet, parlons, comme je l'ai dit, de deux célèbres marques précédemment évoquées ayant bien failli disparaître. Nous allons commencer par le fil au chinois. Alors, c'est une marque très ancienne puisqu'elle est déposée en 1847 et elle prend un essor de plus en plus important à partir de 1860. Alors, un mot sur un nom. À l'heure où l'on parle beaucoup de production chinoise, ce nom peut avoir une connotation particulière et l'évoquer. Or, il n'en est rien. Ce nom date tout simplement de l'époque où l'Orient était très en vogue et où l'intérêt pour l'exotisme était très répandu. La marque pourrait se lire ainsi: le fil qui comporte un chinois sur l'étiquette, et pas le fil du chinois. Vous l'aurez compris ici, pas l'ombre d'une production chinoise, bien au contraire, l'une des plus anciennes marques de fil françaises qui soit. Alors, de par sa grande qualité et un développement promotionnel qui a été soigneusement maîtrisé, sans compter toutes les innovations de la marque, le succès est au rendez-vous et le fil chinois devient l'un des fils les plus vendus. Les emballages sont beaux, soignés, les présentations originales et les cadeaux promotionnels sont très prisés. Vous voyez ici les célèbres petits calendriers promotionnels qui seront offerts de 1881 à 1940. Vous l'aurez compris, une marque dynamique, une marque qui s'adapte et qui évolue avec la demande de sa clientèle, voire qui l'anticipe. Le fil chinois est un succès. Toutefois, pour toutes les raisons précédemment évoquées, petit à petit, cette marque, comme beaucoup d'autres, décline, le plus souvent à partir de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, et nous le verrons dans quelques instants, cette marque est ressortie avec brio de l'oubli, grâce notamment à l'acharnement et au courage de certains passionnés. Et c'est maintenant qu'entre en scène Madame Frédérique Crespin-Billet. Alors Madame Crespin-Billet est une collectionneuse amoureuse de mercerie ancienne. Tout débute pour elle par une petite boîte à fil, puis tout naturellement une seconde et l'engrenage se met en marche. Après les boîtes, les bobines et les fils qui vont dedans. Alors, Madame Crespin-Billet est également éditrice et c'est tout naturellement, puisque le monde enchanté de la mercerie ancienne lui a ouvert ses portes, qu'elle publie plusieurs livres sur le sujet. Je vous mettrai quelques références sous la vidéo. Alors, en parallèle, sa passion de la mercerie ancienne s'intensifie en même temps que ses collections personnelles et l'idée encore embryonnaire de rééditer certains objets anciens commence à lui trotter dans la tête. Alors, comme tout collectionneur de mercerie qui se respecte, Madame Crespin-Billet possède des exemplaires des très célèbres petits albums Sajou. Alors, de nombreuses marques proposaient ce genre de petits albums. Il s'agissait le plus souvent de petits albums de points de croix. Ceux de la maison Sajou sont relativement prisés, ils sont très connus. Et en constatant les tarifs relativement élevés de certaines pièces de collection, elle commence à s'intéresser très sérieusement à cette marque et elle constate avec stupéfaction que celle-ci est tombée en désuétude commerciale et qu'elle est donc libre de droit. C'est ainsi qu'en novembre 2004, Madame Crespin-Billet dépose la marque et devient celle qui sera surnommée Madame Sajou. Très rapidement, 2 mots sur cette ancienne marque dont vous voyez ici le nouveau logo. Alors, c'est en 1830 que Jacques Sajou fonde la maison qui porte son nom et il est notamment le premier à éditer les fameux petits albums de broderie Sajou qui rencontrent un grand succès. Alors, l'affaire se développe, se transmet dans la famille, mais finit par péricliter comme beaucoup d'autres et par disparaître en 1954. Comme nous l'avons dit, la marque est déposée de nouveau par Madame Crespin-Billet en 2004. Assez rapidement, celle que nous appellerons désormais Madame Sajou commercialise un lot de ciseaux à broder sous cette marque, ainsi que quelques reproductions d'albums anciens sous forme de cartes postales. Alors le succès est immédiat et un site de vente ouvre en 2005. Alors, j'ai moi-même découvert cette marque aux alentours de cette année-là et je possède toujours mes premiers objets Sajou que je vous montre ici.
un petit pic-aiguille qui est toujours là, qui a donc presque 20 ans, et une boîte d'atelier que je conserve précieusement. Alors les très célèbres boîtes en carton fort de la maison Sajou, qui, comme vous pouvez le constater, sont extrêmement solides. Alors, magie d'Internet, la clientèle japonaise s'enthousiasme. C'est d'ailleurs cet engouement suivi de celui des États-Unis et de l'Australie pour le patrimoine français qui permet à la marque de se développer et d'atteindre la mesure qu'elle possède actuellement. Toutefois, à l'heure de la fabrication chinoise, la volonté de Madame Sajou, que je n'hésiterai pas à qualifier de courageuse, reste la fabrication d'articles de qualité fabriqués en France. Elle souhaite également que la marque soit pleinement connue et implantée sur le territoire. Choix courageux, comme je l'ai dit, semé d'embûches, de rencontres décisives, de doutes très certainement, mais surtout une persévérance exemplaire. Alors, nous l'avons dit, Madame Sajou est une amoureuse de la mercerie ancienne, amoureuse donc de ce que contient une boîte à couture, mais il est utile de préciser quelque chose. La marque Sajou n'est pas une marque distributrice. Il est très important de le dire. La marque Sajou crée et distribue ses propres produits. Alors la part belle est évidemment faite au patrimoine avec la réédition d'étiquettes anciennes, de certains motifs emblématiques, une véritable ode à la mercerie ancienne et à son heure de gloire. La maison Sajou réédite également les célèbres, très célèbres petits albums Sajou, de véritables petites merveilles. Et voici qu'arrive une rencontre décisive et assez extraordinaire. Alors que Madame Sajou se désespère de la disparition de la célèbre marque de filo chinois, celle-ci étant placée en redressement judiciaire, elle apprend la reprise de la marque par la maison Tout le Monde. Alors, sauf erreur, les ateliers Tout le Monde sont les derniers fabricants de fils français. Ils ont repris notamment la célèbre marque Saint-Pierre et la magie de leurs ateliers, et qu'ils utilisent pour en partie encore des machines d'origine plus que centenaire et remises en état. Alors, comme la maison s'ajoute des choix courageux de fabrication, de nombreux problèmes à surmonter, mais un sentiment très certainement exaltant malgré les gageures de contribuer à leur mesure à la préservation d'un patrimoine et d'un savoir-faire. Mais revenons à cette rencontre. Quand Olivier et Bruno Tout le Monde rencontrent Madame Sajou, un désir presque immédiat prend naissance. Collaborer pour redonner le lustre d'antan à cette marque d'exception qu'est le fil au chinois. La qualité produite par les établissements Tout le Monde alliée au nom Sajou et au patrimoine qui va avec. L'histoire est de nouveau en marche. Madame Sajou se met à l'ouvrage, elle conçoit les étiquettes, le packaging, les emballages inspirés des visuels de l'époque. Et voici comment une très célèbre marque qui a bien failli disparaître revient sur le devant de la scène avec brio. Elle rejoint les très nombreux produits Sajou d'exception, tous inspirés de la mercerie ancienne. Alors nous l'avons dit, la maison Sajou, à part de très rares exceptions, ne vend que des produits fabriqués en France, et cela depuis ses débuts, à une époque où ce choix était relativement inédit. Un choix courageux, un choix qui a un sens. Certains articles retrouvent ainsi un lustre oublié, comme les paires de ciseaux, de véritables bijoux qui font que l'utilisation en devient précieuse. Si vous ne le saviez pas, une paire de ciseaux finit par se faire à la main de l'utilisateur. Alors la maison Sajou fabrique des ciseaux à broder exclusifs, dessinés par Madame Crespin-Billet, la plupart inspirés de l'époque où le raffinement était de mise, y compris dans les nécessaires de couture. Alors la maison Sajou a la particularité de proposer des fils de diverses façons, en bobine certes, mais aussi en cocon, voire en cocon en miniature. On y trouve bien évidemment le fil pour la couture classique, le patchwork, mais aussi beaucoup d'autres. Et comme dans les merceries anciennes, il y a pléthore de boîtes aux jolies étiquettes et aux boîtes toutes plus colorées les unes que les autres, de manière à ranger joliment son atelier. Et que dire de la boîte à couture ?
véritable Madeleine de Proust que d'en soulever le couvercle. Alors vous trouverez bien entendu quelques articles Sajou en boutique, mais il y a tellement plus sur leur site. Nous pourrions parler des épingles à jolies têtes de verre dont la fabrication est ingénieuse et fascinante. Il y aurait tellement à dire également sur la collection musée et patrimoine que vous trouverez également sur leur site. Une vidéo complète pourrait y être consacrée. La maison Sajou, c'est également pour une grande partie des articles consacrés à la broderie, mais pas seulement. Il y a également de nombreux kits absolument magnifiques. Je vous mettrai aussi des liens en dessous. Vous voyez, il y aurait vraiment beaucoup à dire. J'avais à cœur de le faire. Une vidéo entière pourrait être également consacrée à l'histoire des tissus que fait la maison Sajou, une histoire incroyablement mouvementée que j'aimerais prendre le temps de vous conter un jour. Toutefois, nous allons nous arrêter là et évoquer une question essentielle. Parlons prix. Quand j'ai parlé de fabrication française, j'ai parlé de choix courageux. Je pense que personne n'ignore la difficulté de la fabrication française et des coûts que cela occasionne. Les objets Sajou ont donc un coût, il est indéniable. À l'heure où chacun regarde de plus en plus à l'économie, mais également à une époque où on fait souvent le choix d'articles de masse qui ne sont bien souvent pas faits pour durer, sans aucun jugement, j'avancerai 2 arguments. La qualité, bien évidemment, en premier lieu, même si le prix n'est pas toujours synonyme d'excellence. En tant qu'utilisatrice de longue date, je sais qu'elle est rigoureuse dans le cas de la maison Sajou. Et quand on peut faire ce choix, il sera payant dans le temps. L'adage peu mais mieux peut totalement s'appliquer dans ce cas comme dans beaucoup d'autres. Un autre aspect me paraît de plus en plus essentiel quand un article ou un objet est choisi avec soin et utilisé avec respect dans le but de le faire durer et de le conserver, il prend une toute autre dimension. Et si on y ajoute l'aspect patrimonial, le geste en devient même différent. On conserve, on range, on utilise avec amour et qui sait si nous ne transmettrons pas les boîtes à couture de demain. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, n'est-ce pas aussi une façon de suspendre le temps ?